Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. Vous êtes parti à la conquête de l'Amérique, où vous avez conquis les stars d'Hollywood, en ne jouant pas à la carte du buzz, mais en demeurant fidèle à la véritable mission de la journaliste. Vous le racontez aujourd'hui dans un livre qui nous fait rêver. Bonjour Danny Jucco. Bonjour Jacques. Alors pour celles et ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes journaliste, vous avez été pendant 42 ans à Paris Match, notamment à Hollywood, et c'est la raison de ce livre de souvenirs. J'avais une maison à Los Angeles, chez Stock, où vous racontez vos souvenirs de grands reporters. Alors ces souvenirs, on va les égrener à travers des dates clés, puisque c'est le principe des clés d'une vie. Avec plaisir, oui. Première date, elle ne vous concerne pas directement, mais elle est importante dans votre vie, le 26 juin 1974, sortie de ce film. L'amour à cœur, Bien sûr. tu l'avais. Emmanuel, qui d'ailleurs lors de son passage en commission de censure avait été interdit, et comme Pompidou est mort, le ministre de la Culture Michel Guy, lui, a laissé une ouverture pour que le film soit seulement interdit aux moins de 18 ans. Et ce film, vous en avez assuré le montage, Danny Jucco. Oui, j'étais assistante monteuse sur ce film et je dois dire que l'expérience était extraordinaire parce que personne ne pouvait imaginer, pendant le cours du montage, etc., quel serait le succès incroyable de ce film, car c'était un ratage total au départ. Et tout le monde avait pensé que le film s'arrêterait, enfin le tournage s'arrêterait au bout de quelques jours, et puis la suite fait partie de l'histoire. C'est-à-dire que Jules Jacquin était un photographe qui, au départ, avait tourné quelques spots pour Dim Dam Dom, et il a été engagé, mais il ne connaissait pas le métier. Pas bien. On ne dirait pas autant pas bien. Je sais que nous avions commencé le montage à Paris, dans un appartement rue Gouvion-Saint-Cyr, dans un premier étage, dans une salle de bain, pour être très précis. Et le tournage était en cours à Bangkok. Et au fur et à mesure que les rushs arrivaient, c'était une catastrophe. Donc le producteur Yves Rousserroir avait décidé d'arrêter le tournage. Enfin, il hésitait entre arrêter ou pas. Finalement, je pense que il a fait le bon choix. Oui. Il a proposé, comme il n'y avait plus d'argent, des intéressements à toute l'équipe. C'était en cours, c'était plus loin. Il a proposé à tout le monde et comme j'ai aucun sens de l'argent, j'ai refusé. Oui. À peu près tout le monde. Je ne suis pas la seule. Et les gens qui ont accepté, dont le scénariste Jean-Louis Richard, qui était l'ex-mari de Jeanne Moreau d'ailleurs, qui a accepté, ont fait des fortunes. Lui et puis je crois qu'il y avait un acteur aussi. Enfin, mais tout le monde avait refusé en disant mais où mettons les pieds? Mais alors, ce film a fait 8 893 996 entrées en France en 1974 et il a été vu par plus de 50 millions de spectateurs dans le monde. Voilà. Ce que personne ne pouvait imaginer. Non. Vous étiez boulevard Gouvion-Saint-Cyr et juste à côté, il y avait un garage Neuboer où a débuté une certaine Nadine Tallier comme secrétaire, Nadine de Rothschild. Je ne savais pas. Alors, le stagiaire, c'est Jérôme Richard, qui est le fils de Jeanne Moreau. Absolument. Et ce métier, vous l'avez appris sur le terrain finalement ? Alors, ce métier sur le terrain, enfin, j'ai tout appris sur le terrain. Ce métier, journaliste, en fait, bon, c'est peut-être c'est mon destin. Mais j'avais été assistante monteuse. J'avais travaillé sur un film de Roman Polanski, sur Le Locataire, sur d'autres films, etc. Et une suite, voilà, de coïncidences, on m'a pris. C'était mon premier film comme assistante monteuse. Alors, il se trouve aussi que vous êtes né à Nice et que vous avez fait une fac de lettres. Je suis né à Paris. Vous êtes né à Paris, vous avez grandi à Nice. Oui. Mais vous avez fait une fac de lettres, ce qui n'a rien à voir avec le montage au départ. Rien à voir avec rien. C'est-à-dire, j'étais en fac de lettres pendant 1 an, j'hésitais, et puis ma vie privée m'a emmenée à Paris, et de là, bon, c'est une suite d'histoires, de coïncidences. Alors, il se trouve que la première personne que vous avez rencontrée, c'est dans un train, c'est pas n'importe qui, c'est Solzhenitsyn. Oui, absolument. Comment ça se fait ? Oui, comment ça se fait? J'étais plus jeune, je vais avoir 16 ans, je ne sais pas exactement. Je partais en vacances à Cran-sur-Sierre. J'étais en seconde classe, dans la journée. J'étais seule dans un wagon en train de lire, comme souvent. Et un monsieur est rentré, grande barbe, un peu sombre, comme ça, qui m'observait et tout, et qui s'était assis en face de moi. Et j'ai tout de suite reconnu, je n'étais pas journaliste, mais j'avais dû avoir le sens déjà, Solzhenitsyn. Et on a passé plusieurs heures ensemble à se sourire, parce que bon, je ne sais pas quoi lui dire. Lui non plus, à mon avis. Et donc, c'est quand même formidable de voyager avec Solzhenitsyn. Et bon, c'était ma première expérience. Voilà. Alors, Danny Jucco, ce qu'il faut savoir, c'est que le journalisme, ça a commencé par hasard quand vous étiez informatrice sans le savoir à Paris Match. Exactement. J'ai fait du montage, Emmanuel et d'autres films. Ça ne me plaisait pas trop. Je me cherchais un petit peu et j'avais 1 ou 2 camarades qui étaient journalistes à Paris Match. Donc, je m'arrêtais de temps en temps sur les Champs-Élysées pour prendre un café. Et là, ma vie fait que j'étais très ancrée dans le cinéma français. À cause de mes relations. Et voilà, et les gens cherchaient toujours quelqu'un, et j'avais toujours la réponse, mais par hasard. Et un jour, un des rédacteurs en chef est venu me chercher, m'a dit, écoutez, j'aimerais bien vous voir, et est-ce que vous accepteriez de travailler pour nous?
Alors, j'ai pas très bien compris ce qu'on me disait, parce qu'il m'a dit, vous pouvez faire des piges. Mais comme je sais pas du tout ce que ça voulait dire, j'ai fait semblant. Ah, oui, oui. Les piges, c'est des articles où on est payé à chaque fois que l'article sort. Voilà, mais moi, je pouvais pas savoir. Je ne savais rien. Et j'ai laissé passer un peu de temps. J'ai pas répondu oui. Puis encore, toujours des histoires privées en début. Je me cherchais. J'avais plus envie d'être à Paris. Et une amie, Anne-Marie Berry, qui était la femme de Claude Berry. Et la sœur de Jean-Pierre Rassam, producteur très connu. Exactement, qui était une très bonne amie à moi à l'époque, me dit, écoute, je pars pour Los Angeles, on est en 79, août 79. Elle me dit, je pars 1 mois de vacances là-bas, viens passer 1 mois. Et j'ai trouvé ça grisant, mais j'avais pas d'argent, comme toujours. Et un billet à l'époque coûtait 5000 francs. Je me souviens d'aller-retour, j'avais absolument pas d'argent pour prendre un billet d'avion. Et elle m'a dit, écoute, mais tu m'as bien dit, tu m'as bien raconté que les gens de Paris Match, hein, elle m'a raconté l'histoire. Alors, je dis oui, mais j'étais très indécise et je me suis dit, j'avais qu'une envie, c'est quitter Paris à ce moment-là. J'ai dit, OK, j'y vais. Et c'est comme ça que je suis allée voir au flanc, revoir le rédacteur en chef à l'époque de Match, proposer mes services sans savoir vraiment ce que je disais. J'avais qu'une envie, c'est me propulser gratuitement aux États-Unis, ce que j'ai fait. Il se trouve que c'était l'année d'Apocalypse Now. C'était donc 79. Apocalypse avait eu la Palme d'Or à Cannes. Et mon amie était très amie avec Coppola et elle m'a dit, je t'organise un reportage avec Coppola, qui ne s'est jamais fait. Je l'ai proposé à Match, c'est la raison pour laquelle ils m'ont envoyé là-bas. Ça ne s'est pas fait et comme j'ai le sens de la dette, je l'ai remboursé autrement. Alors, il se trouve aussi que votre métier, vous l'avez appris en regardant la télévision, une journaliste qu'on ne connaît pas en France, mais qui est très célèbre aux États-Unis, Barbara Walters. Voilà. Alors, qui est décédée d'ailleurs il y a 2-3 ans. C'était au-delà d'une journaliste, c'était la grande star aux États-Unis, des interviews, tous les specials qu'elle faisait étaient regardés par des dizaines de millions de gens. Et j'ai appris d'être extrêmement... Remarquez, c'est dans mon caractère. Hein, mais j'ai appris à être extrêmement direct et poser les questions que tout le monde se pose. Et à force de la regarder, c'était comme une seconde nature, comme ça. C'est comme ça que j'ai appris mon métier, en partie, n'est-ce pas? Et l'une de vos premières rencontres, c'est un écrivain très célèbre à l'époque, mais qui était très vieux, Henri Miller. Oui, enfin, c'est pas exactement une première rencontre. J'aurais adoré rencontrer. J'étais une fan de Miller. J'aurais adoré le rencontrer. Il se trouve que dans une soirée assez abracadabrante que je raconte dans le livre, j'ai rencontré quelqu'un qui travaillait avec lui et qui m'a proposé de le rencontrer. Et ça s'est fait à 2. J'étais très excitée, mais je pensais même pas à faire une interview ou quoi que ce soit. J'en étais pas là encore. Et finalement, à quelques jours près, il est mort à ce moment-là. Donc ça ne s'est pas fait. Il faut savoir que c'est un écrivain très célèbre. C'est le père du roman semi-biographique qui a écrit notamment Tropique du Capricorne. Et il est venu à Paris dans les années 30. Il parlait français très correctement, puisqu'il avait mené une véritable vie de bohème à Paris au temps des années 30, où il a rencontré Anaïs Nin et beaucoup d'autres. Et c'est d'ailleurs, pardon, c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles cette personne qui était son amie m'a dit, il sera ravi de vous rencontrer, il adore la France et les Françaises, surtout. Bon. Il y a aussi une jeune actrice, hélas trop tôt disparue, que vous rencontrez. Vous êtes la première à la rencontrer, Denis Jucco, c'est Margot Hemingway. Oui, je la rencontre dans un dîner sans savoir qui elle est vraiment. La petite fille d'Ernest Hemingway. Voilà, ça je le savais, mais je savais pas du tout, je la situais pas sur le plan médiatique et tout. Et je suis allée au flanc la voir et sans vraiment savoir ce que je disais, je lui ai dit, vous voulez pas faire un reportage pour Paris Match? Et à l'époque, tout était facile. D'ailleurs, après les choses ont changé avec le temps. Et ça s'est fait comme ça. Et dans cette même soirée, j'avais un photographe avec qui j'ai échangé quelques mots et j'ai appris qu'il était photographe, donc je suis photographe Margot Hemingway Paris Match, j'ai mélangé tout ça gaiement et je lui ai dit, vous voulez pas faire des photos? Oui, oui. Et j'ai pris que c'était une des grandes stars qui s'appelait Douglas Kirkland, une des plus grands photographes américains, mais je le savais pas. Donc en fait, je fais tout comme ça un peu. Mais finalement, c'était une autre époque puisqu'il n'y avait pas 14 attachés de presse et 12 agents qui vous empêchaient de voir quelqu'un. Absolument, absolument, oui. Et Margot Hemingway, c'était un grand espoir. Je crois qu'elle est tombée dans l'alcool, dans la drogue. C'était un grand désespoir. Grand désespoir. Et après, j'ai devenu très amie avec sa plus jeune sœur, Marielle Hemingway, avec qui j'ai vécu un moment. Et bon, voilà. Il faut savoir, chose étonnante, Denis Jucco, c'est que vos premiers articles dans Paris Match ne sont pas signés. Non. Pendant 2 ans, j'ai payé cher mon entrée à Match, mais je ne le savais pas. Je crois que on m'avait expliqué que c'était... Enfin, une ou deux personnes m'avaient très gentiment expliqué que ça se passait comme ça. Donc, je l'ai cru pendant 1 ou 2 ans. Et maintenant, quand je vois que quelqu'un, au bout de 15 jours ou 3 semaines, est signé dans le journal, même maintenant encore, je dis quand même... Est-ce que j'ai payé cher mon entrée, moi, oui. Mais c'était une autre époque aussi. Il y avait l'argent coulé à flot et Match, c'était un journal où on ne refusait rien au rédacteur.
Non, oui, on peut dire les choses comme ça, oui. Je crois que les journées commençaient à midi au café d'en face. Les réunions se déroulaient beaucoup plus au café. Écoutez, que dans la salle de réunion. Moi, j'ai commencé à travailler aux États-Unis et je suis restée presque toute ma vie aux États-Unis et j'ai vraiment beaucoup travaillé. Beaucoup plus que dans les cafés ou quoi que ce soit, parce qu'on voit toujours la partie glamour, mais derrière, il y a beaucoup de travail, beaucoup d'heures de téléphone, de rencontres, des tas de choses. Donc, je n'avais pas vraiment la même approche de ce métier. Et puis en plus, vous avez découvert Beverly Hills, qui est un endroit totalement fou que vous n'imaginiez pas au départ. Ben, j'imaginais rien, parce que comme je l'ai dit d'ailleurs, je n'avais aucune envie d'être journaliste et encore moins de vivre en Amérique. Donc tout se fait, pardon d'employer toujours ce mot, tout s'est fait un peu par hasard. Donc je ne rêvais pas de l'Amérique, je ne rêvais pas de Los Angeles, mais je l'ai découvert au fur et à mesure. Oui. Et je crois qu'à Hollywood, il y avait des gens vrais et des gens fous. Et des gens fous ou des gens faux? Fous et faux. Faux et faux. Ben, comme partout, non? Vous parliez anglais? Oui. Pas trop bien. Où je parlais, je me débrouillais pas mal. Mais voilà, pas au point de faire des interviews, mais oui. Et alors, le plus compliqué, c'est quand j'interviewais des metteurs en scène anglais, par exemple, comme Ridley Scott ou des gens comme ça, parce que j'ai du mal à comprendre les anglais. Donc, parfois, ils me racontaient des choses très drôles et moi, je restais impassible. Et c'est après, en réécoutant les choses, j'ai dû passer pour une idiote. Mais oui. Non, en tout cas, vous ne passez pas du tout pour une idiote dans ce livre, bien au contraire. On va continuer à l'évoquer à travers une autre date, le 24 janvier 1981. À tout de suite sur Sud Radio avec Danny Jucco. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Danny Jucco. Vous publiez ce livre « J'avais une maison à Los Angeles » chez Stock. Vous avez été grand reporter à Paris Match pendant 42 ans et vécu une vie de rêve qu'on va évoquer à travers tous les gens célèbres que vous avez rencontrés. Et j'ai trouvé une date importante, c'est le 24 janvier 1981. Ce jour-là, TF1 diffuse pour la première fois ce feuilleton. Dallas, parce que vous avez rencontré Larry Hagman. Ah là là, je les ai tous rencontrés. D'abord, je les ai à peu près tous à l'époque interviewés, les Victoria Principal, Patrick Duffy. Enfin, je me souviens plus de tous les noms, mais je les ai tous interviewés. Oui. Non, mais la rencontre la plus amusante, c'est que je suis très distraite et souvent je mélange, je ne sais pas qui je rencontre. Non, comment vous dire? Je mélange les gens. Je ne sais plus si j'ai rencontré, si je les ai connus, si je les ai vus à la télé. Enfin, j'ai fait ça toute ma vie. Et si ça vous amuse, je vous rencontre dans un déjeuner chez des amis à Malibu, chez un ami producteur. Il y avait peut-être, je sais pas, une vingtaine de personnes. Et la tradition était qu'en fin d'après-midi, parce qu'à Los Angeles, quand on est chez les riches, il y a des projections privées. Donc en fin d'après-midi, on allait tous voir un film dans la projection privée. Et tout le monde se dirigeait vers la projection. Et moi, je suis restée là parce que j'avais déjà vu le film et tout. Mais à l'époque, je fumais beaucoup. J'ai fumé 2 paquets par jour pendant très longtemps. Et je fumais, etc. Et je vois un monsieur qui vient vers moi, mais vraiment, je le sens très énervé, très contrarié et tout. Je dis, mais qu'est-ce qu'il fait une drôle de gueule, celui-là, il était bizarre. Un peu. Il part, il revient, il tourne autour de ma table. Et puis à un moment donné, il revient avec un petit ventilateur qui me pose devant le nez, comme ça. Je dis, mais c'est un goujat. Et puis il s'en va dans la projection. Et quand il part, je me renseigne, je dis, mais qui c'est ce type-là? On me dit, c'est Larry Hagman, la superstar en Amérique. Ici aussi, mais alors imaginez là-bas. JR, quoi. JR, oui, c'est ça. Et on me dit... Il fait une campagne contre le tabac. Tu te rends compte? J'ai mis, je me rends compte de quoi? Et alors là, j'ai fait une chose, j'ai ouvert le ventilateur, j'ai retiré les piles, j'ai mis tous mes mégots de cigarettes à l'intérieur, j'ai bien revissé, j'ai mis ce truc-là, je me suis barrée. Ce qui fait que le lendemain, mon ami qui faisait la soirée m'a appelé, il m'a dit, tu sais pas ce que tu as fait? Il m'a dit, il était mort de rire, il m'a dit, seulement une Française peut faire une chose comme ça. Larry était fou de rage. Je dis, mais écoutez, comme ça, bien reçu. Remarquez, c'est l'hôpital qui soude la charité parce qu'il a annoncé que pendant les tournages, il était capable de boire 5 bouteilles de champagne par jour. Oui, mais il ne fumait pas. Oui, c'est autre chose. Mais vous savez que Dallas, c'est incroyable parce qu'au début, il y a eu 5 épisodes prévus, pas plus. Personne n'y croyait. Les critiques ont été déplorables. Ils ont quand même continué et on sait ce que ça a donné. Ah oui, c'était entendre le nom, toutes ces années reviennent, etc. Oui. Il y a une autre série de cette époque qui a eu un gros succès et vous avez eu le privilège aussi de rencontrer l'héroïne à ses débuts, ces drôles de dames, Farrah Fawcett. Farrah Fawcett. Voilà, encore, on en est toujours les grandes séries télévisées, les superstars, etc. Et il y a une toute petite anecdote, donc je raconte des petites anecdotes, n'est-ce pas? Et elles sont passionnantes dans le livre. Elles sont amusantes en tout cas. J'avais rendez-vous avec Farrah Fawcett et c'était à l'époque un petit scoop de faire ça, parce que c'était la grande vedette, je ne sais pas ce que j'avais trafiqué, mais enfin bon, j'ai rendez-vous avec elle, minuit, sur un tournage, sur les hauteurs de Malibu. Et comme j'étais un petit peu en avance, je me suis mise en retrait pour observer le
tournage. Oui. Et je la vois de loin, assise dans un coin, elle aussi en train de regarder. Donc je me suis dit, bon, peut-être je vais aller la voir. Je gagnais un petit peu de temps, je vais la voir, je me présente très vite. Et je lui dis, je peux vous poser quelques questions? Elle m'a dit, absolument. Et donc je m'assieds et je lui pose quelques questions, 3-4 questions. Ça dure un quart d'heure, 20 minutes. Et c'était charmant. Et à ce moment-là, une jeune femme arrive et me dit, vous êtes Dany Jucco? Je dis, oui. Elle me dit, écoutez, venez, Farah vous attend. Je lui dis, attendez, pardon, je comprends pas ce que vous me dites. Elle me dit, oui, non, mais elle vous attend dans sa loge. Et là, je réalise que je n'étais pas en train d'interviewer Farah Fawcett, mais sa doublure. Qui était ravie. On vient de lui poser des questions. Moi, j'étais ravie de ses réponses. Donc voilà, c'était un malentendu comme on a eu. Et après, tout s'est bien passé avec Farah Fawcett. Évidemment. Alors, il se trouve qu'on ne se rend pas compte ce que représente le travail d'un journaliste ou d'une journaliste. Et vous l'expliquez, Dany Jucco, ce sont des heures au téléphone, en particulier dans sa cuisine, parce qu'il faut sans arrêt relancer les choses et trouver des scoops. Alors, c'est pas le travail de tous les journalistes. Disons que c'était mon travail. C'est pas tout à fait pareil. D'abord, j'étais aux États-Unis. Il fallait que je trouve des choses qui intéressent la France. J'étais seule dans il y avait quelqu'un à New York à l'époque, mais sur un immense territoire. Donc, il faut faire marcher sa tête. En plus, c'est passionnant. C'est très amusant. Et d'ailleurs, je suis toujours surprise des journalistes qui attendent assis sur leurs fesses qu'on leur donne la béquille. Je fais pas partie de ces gens-là. D'abord, je trouve ça très ennuyeux et puis très, très humiliant en même temps. Donc, moi, j'étais toujours en train de chercher des histoires et voilà. Donc, tout le monde était content. Voilà. Et il se trouve aussi que vous aviez à votre ronde serviette dans un restaurant qui s'appelait Ma Maison. Ah oui, Ma Maison était un peu ce qu'a été à la grande époque l'IP à Paris. C'était un restaurant tenu par Patrick Terrail, le neveu de Terrail qui avait Claude Terrail, la Tour d'Argent. Un restaurant français, mais bien franchouillard, avec des tables à carreaux, des palmiers, pas des palmiers, des parasols Ricard, enfin bien franchouillard. Et il y avait de table en table, il y avait Elizabeth Taylor, Clint Eastwood, Jack Nicholson. Enfin, je ne peux pas vous les citer, mais c'était le quotidien. Et Orson Welles, surtout, qui avait sa table là-bas, tous les jours, en entrant à droite. Et pendant très longtemps, on se voyait. Moi, je ne lui ai jamais parlé, j'étais un peu timide à l'époque. Et puis, je ne voulais surtout pas le déranger. Ce qui m'est arrivé souvent, c'est de ne pas vouloir déranger les gens. Je respectais plus leur vie privée. Leur vie privée, bon, le fait de demander des interviews. Voilà, donc c'était assez extraordinaire. Et au bout d'un moment, on a l'habitude, moi j'allais 4-5 fois par semaine, j'ai toujours eu des QG comme ça dans le monde, et j'étais là. Et je dois dire que, ce que je crois que je raconte, c'est que dans toutes ces années, j'ai vu une seule fois tout le restaurant s'arrêter, vraiment être en apnée, quand Jackie Kennedy est entré dans le restaurant. Parce que tout le monde est tellement habitué à rencontrer les uns les autres, il ne fait même pas attention. Mais quand Jackie Kennedy est arrivé pour s'installer à une autre table, je crois c'était l'époque où Michael Jackson voulait faire une autobiographie, voulait écrire son autobiographie. Donc, comme elle était éditrice, j'en ai déduit qu'elle était là. Bon, c'est ça être journaliste, en fait, qu'on sait faire clac-clac les connexions. Et elle est arrivée, et je dois dire que tout le restaurant s'est arrêté de respirer, et les serveurs, et les machins, et on l'a regardé faire un droite-gauche comme ça, très Jackie Kennedy s'installer. Je me dis, ah, ça, c'est un grand moment. Et elle dégageait quelque chose, une lumière très particulière. Très particulière, et puis en plus, elle avait une élégance, elle était élégante et discrète. C'est-à-dire, c'était vraiment... super élégance, quoi. Voilà. Et d'ailleurs, il y a un journaliste de match qui était Beno Graziani, qui est très lié à elle. Amis, oui, qui a été très lié à elle en 62. Ils ont passé des vacances ensemble pendant que John Kennedy, lui, était à la Maison Blanche. Oui, absolument. Alors, il se trouve aussi que c'est Hollywood, à cette époque-là, les gloires tombent aussi vite qu'elles sont montées. Et vous l'avez constaté parce que, notamment Esther Williams, que vous avez rencontrée, qui était la grande sirène d'Hollywood, quand vous l'avez rencontrée, elle n'était plus rien et elle était contente que vous alliez lui poser des questions. Elle n'était pas la seule. Il y avait Esther Williams, il y avait Kim Novak et toutes ces grandes stars. Mais quand vous dites, c'est encore aujourd'hui pareil. Je veux dire, les stars, enfin les gloires, parfois vont très 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 vite et retombent aussi vite comme des soufflets, encore plus rapidement aujourd'hui. Mais c'est Kim Novak, Esther Williams et d'autres comme ça. C'était des légendes qui ont traversé le cinéma pendant des années. Et oui, elles étaient oubliées. Et moi, j'aimais bien les voir. Oui. Et la rencontre avec Esther Williams, vous la racontez, elle était presque au bord des larmes parce que vous l'interviewez, Dany Jucco. Oui, et j'ai eu ça avec Kim Novak aussi. Je me souviens, j'étais chez Kim Novak dans sa propriété près de San Francisco. Parce que je m'en ai, je vais parler des années passées, quoi. J'ai fait référence à ce temps-là. Et elle pleurait parce qu'elle se souvenait de tout ça, parce qu'elle se sentait oubliée, parce que mille choses. Mais la personne que je crois, et j'en parle, que j'ai été ma grande rencontre, c'était Katharine Hepburn. Très âgée. Âgée, mais elle avait toute sa tête, hein, oui. Je veux dire. Katharine Hepburn, 4 Oscars à Hollywood. Pour moi, une des plus grandes stars. Mais ce que je dis souvent, c'est que plus les gens sont grands, plus ils sont simples.
et modeste, contrairement à des acteurs en France ou en Amérique ou des actrices, parce qu'elles ont un timbre-poste dans un film, dans un journal, qui pensent que tout est arrivé. Oui, elles donnent leur avis sur tout. Oui, donnent tout, enfin, etc. Vous connaissez ça. Mais oui, Katharine Hepburn, c'était une très jolie rencontre. Et puis une rencontre un peu plus compliquée après, c'était Warren Beatty. On peut pas dire que c'était compliqué, Warren Beatty. C'était... non, moi j'ai pas C'était trouvé un ça... séducteur. Oui, mais c'est pas compliqué. Non. C'est très agréable. Oui, mais en même temps, vous l'interviewez, il a immédiatement demandé votre numéro de téléphone et vous a invité à dîner. Ben oui, enfin, je dis ça en toute modestie, c'était pas le seul. Je veux dire, c'était pas le seul. Je veux dire dans le sens où bon, la drague à l'époque était quelque chose de léger. C'était pas, on n'appelait pas la police parce que quelqu'un vous demandait votre numéro de téléphone ou quoi que ce soit. Je veux dire, c'était sympathique. C'était pas le plus compliqué en tous les cas. On dit que Warren Beatty dit qu'il a toujours eu plus de 10 000 femmes dans sa vie et qu'il a passé plus de la moitié de sa vie au lit. Alors 10 000 femmes, j'en suis pas sûre. Ça m'étonnerait qu'il ait dit qu'il ait passé la moitié de sa vie au lit. Ça, je pense que c'est vrai. Voilà. Mais Simon disait la même chose, 10 000 femmes aussi. Oui, mais lui, je crois que c'était vrai. Oui. Alors il se trouve aussi qu'il vous a demandé, Danny Jucco, des nouvelles d'Adjani. Eh bien, je le voyais. Je l'ai interviewé plusieurs fois. Mais je l'ai croisé plusieurs fois dans des soirées chez Diane de Furstenberg, etc., à la veille des Oscars. Et il y avait une espèce de ritournage, je crois qu'il ne s'en rendait pas compte. C'est dès qu'il me voyait, il dégringolait la colline pour me voir. Il me disait, Danny, comment va Isabelle? Alors, je savais qu'il parlait d'Isabelle Adjani et je lui ai dit, très bien. Même si je ne l'avais pas vu depuis longtemps, je lui ai dit toujours très, très bien. Il était content, il repartait comme ça. Il avait conservé une longue amitié avec Isabelle. Oui. Beaucoup de respect, beaucoup d'amitié. Il aimait beaucoup, oui. C'est vrai que c'est une vie mythique que vous avez vécue là-bas. Ben, c'est-à-dire, je ne me rendais pas compte. Je ne me rendais pas compte. Je m'en suis rendu compte. Enfin, pour venir à l'origine, je ne voulais pas écrire ce livre du tout, parce que je n'aime pas parler de moi, je n'aime pas parler de ce que j'ai fait, je n'aime pas parler de tout ça. Donc ça m'a pris beaucoup de temps. C'était le désir des autres, pas le mien. Mais la curiosité était telle qu'au bout d'un moment, je me suis dit, pourquoi pas. Voilà. Et on va continuer à parler de ce livre et de votre vie à travers une autre date, le 5 juin 2003. A tout de suite sur Sud Radio avec Danny Jucco. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Danny Jucco. Pour ce livre, J'avais une maison à Los Angeles. Vous racontez 42 années à Paris Match, notamment comme correspondante à Los Angeles et à New York. Et c'est vrai que vous avez croisé les plus grandes stars et on le raconte. Et alors, j'ai trouvé une date intéressante. C'est le 5 juin 2003. C'est votre première télé en France. Il y en a eu 3. Et ce jour-là, c'est une émission sur Antenne 2 qui s'intitule Johnny-10. Un jour ou l'autre, m'arrêter là. Johnny s'apprête à fêter vos 60 ans et vous êtes interviewé. C'est 60 ans, pardon, excusez-moi, vous êtes beaucoup plus jeune que ça. Et il se trouve que vous êtes interviewé à la télévision en compagnie de Catherine Lara, Mathilde Seigner, Robert Rue. Non. Et on vous voit à l'écran. On vous voit à l'écran. Ah bon, alors je ne le savais pas. Voilà. Alors je le découvre. Voilà. Eh ben voyez, je le découvre. Et c'est Jean-Marie Perrier qui mène l'interview et vous évoquez Johnny. Ah ça c'est incroyable, j'ai jamais vu, je me souviens de rien. Voilà, il y a 3 émissions de télé c'est vrai sur vous et c'est la première. Mais il faut que je les voie alors, je ne peux pas vous répondre parce que je ne savais même pas qu'elles existaient. Je suis content de vous l'apprendre. Oui. Alors Johnny, vous avez eu de bons et de mauvais rapports avec lui, à votre grande surprise un jour à la suite d'un mail étrange Danny Jucco. Que les choses soient claires, j'ai toujours eu de très bons rapports avec Johnny. J'aimais beaucoup Johnny. Était quelqu'un. Alors après, on va parler de Johnny et faire l'émission là-dessus parce qu'on en a parlé dans tous les sens. C'est quelqu'un que j'aimais beaucoup. Et pour ses 60 ans, justement, Match m'avait demandé de le suivre. J'ai suivi à peu près, je crois, pendant un mois. C'est-à-dire j'étais partout, à Los Angeles, à l'île Maurice. Enfin, je sais pas, on a fait 2 couvertures avec lui. Et c'était amusant de le voir, de voir l'entourage, tout ça, etc. Et puis un jour, voilà, à la fin de ce long périple, il y a un dîner comme les dîners de fin de film, un dernier dîner qui était un jeudi soir. Et je dis à Johnny, je repars, parce qu'on parle de Los Angeles, mais j'ai vécu 12 ans à New York aussi, oui. C'est une partie importante de ma vie. Et je dis à Johnny, bon, je te quitte, je rentre à New York. Il me dit, tu vas pas faire ça, tu vas pas partir, etc. Reste avec moi. Je dis, non, il faut que j'y aille, il faut que je rentre travailler. Oui, il aimait pas qu'on parte. Hein. Il aimait bien, on s'entendait bien. Ouais. Il m'aimait bien pour une chose, c'est que je lui parlais de cinéma. Lui, l'idée que je puisse avoir déjeuné avec Robert Mitchum ou que j'étais ami avec Kirk Douglas, ça le rendait fou. On parlait pas de... C'est avec ça qu'il aimait, en fin de compte. Il aimait être chez lui avec sa zapette et regarder des vieux westerns, quoi. J'exagère à peine. Donc, il avait insisté très gentiment, en me disant, tu vas pas partir, reste avec moi sur la tournée, etc. Bon, on se dit au revoir, et il me dit, écoute, je te propose une chose, donne-moi ton mail, on échange de mails, et il me dit, on s'envoie des petits messages, on reste là, on échange les mails et tout. Et 3 jours plus tard, le dimanche soir, je rentre à New York, j'ouvre mes mails, et je vois un mail venant de chez Johnny, j'ai encore le nom, Salsa Eater, etc., qui m'explose au visage, un mail épouvantable,
dans le genre, c'est difficile de répéter ça, de raconter ça, mais dans le genre, tu as été épouvantable dans ma vie, tu finiras seul. Enfin, des choses horribles. Et je me dis, c'est pas possible qu'il m'écrive une chose pareille. Et vraiment, j'ai eu envie de pleurer parce que c'était si violent après tous ces jours qu'on est passés. Et j'ai appelé un ou deux de ses amis qui m'ont dit, c'est impossible que ce soit Johnny qui a écrit ça. D'abord, il ne sait même pas se servir des mails, etc. Et j'ai appris plus tard que c'était quelqu'un de très proche de lui qui, fréquemment, pour se débarrasser des gens, faisait ça. Oui, on voit très bien de qui il s'agit. Voilà. Et je crois que cette dame ne supportait pas le fait que vous ayez fait une couverture avec Laura. C'était une des raisons. Voilà. Mais ça s'est passé avec moi, ça s'est passé avec d'autres personnes aussi. Mais je l'ai appris indirectement et je l'ai appris par de la bouche de Johnny des années plus tard. Et il m'a dit, tu comprends, je ne pouvais pas faire autrement, ça allait faire un drame, tout ça. Voilà, on voit très bien de qui il s'agit. Alors, il se trouve qu'il y a une autre personne que vous avez rencontrée. Et moi, je l'ai rencontrée jeune journaliste parce que j'ai préparé une émission de Philippe Bouvard samedi soir où elle est venue. Elle est venue à l'image, elle était enfin, c'était une ombre, on ne pouvait pas voir son visage. Son visage, ça me rappelait Françoise Sagan, c'est Madame Claude. Ah oui, j'ai bien connu Madame Claude. Et oui, alors, si vous voulez, à l'époque, dans les années, je l'ai connue au début des années 80, et les 10 ans où elle était en cavale à Los Angeles, on s'est beaucoup vus. Je dois vous dire, j'étais plus amusée de rencontrer Madame Claude que toutes les stars de la Terre, parce que bon, les stars, voilà, c'est toujours pareil. Est-ce que Madame Claude avait des histoires? Vous pouvez imaginer toutes les histoires qu'il y avait. Bon, j'ai découvert en cours de route qu'elle était complètement mythomane, mais elle était mythomane sur sa propre vie, pas sur les histoires, parce que les histoires étaient relativement vérifiables. Oui, on a passé beaucoup de déjeuners, beaucoup de dîners ensemble, beaucoup de... Ouais, c'était amusant. Et ce qui m'amusait surtout, c'est qu'il y avait des gens autour de moi qui savaient que je la connaissais et qui étaient fascinés à l'idée de rencontrer, que c'était quand même la plus grande proxénète qui soit. Je veux dire, c'est peut-être pas genre la femme de Sean Connery, de Michael Caine, etc. Et j'avais organisé un ou deux déjeuners et 20 ans après, elle m'en parlait encore. Mais il se trouve que vous racontez une chose que je ne savais pas et que peu de gens savent dans le livre, c'est la raison pour laquelle elle a quitté la France, elle est partie en cavale, Dany Jucco. Alors, c'était l'histoire avec Giscard. C'est ça. Oui, c'est ça. Donc, raconté par Claude, mais ça, je crois que c'est vrai, il fallait trier dans ces histoires, mais ça, c'est assez vrai. Elle avait une associée à l'époque qui s'appelait Catherine Virgiti, qui était d'abord, oui, on voit que c'était son associée. Oui. Et Claude m'a raconté, alors peut-être que je me trompe dans les détails, mais m'a raconté qu'un jour, elle est rentrée chez elle. Enfin, je ne sais pas où elle avait oublié quelque chose, où elle est rentrée chez Catherine Virgiti. Enfin, il y a eu disons qu'il est revenu sur ses pas alors que ce n'était pas prévu, et qu'elle a trouvé au lit cette jeune femme avec Giscard, qui à l'époque était pas encore président, était ministre des Finances, si je ne me trompe pas, n'est-ce pas? Donc ça fait désordre, oui, n'est-ce pas? Ça fait un peu désordre. Donc il y a dû avoir un cafouillage là-dessus, etc. Mais ça, je sais que c'est vrai. Et suite à quoi, elle a eu comment dit-on? Un contrôle fiscal. Un contrôle fiscal, plein de choses comme ça. Et les choses ont dégénéré de plus en plus. Et les choses ont dégénéré. Et donc, après ça, tout lui est tombé dessus. Alors, je ne vous dis pas que ça n'était que ça, mais c'était quand même le départ des emmerdes. Voilà. Alors, il se trouve qu'il y a quelqu'un d'autre que vous avez beaucoup connu, mais en parlez d'une autre façon, et qui a disparu, et elle était très chère à votre cœur. Dany Jucco, c'est Nathalie Delon. Ah oui, Francine Canovas. Oui, Francine Canovas. Nathalie, nous sommes connus il y a 40 ans maintenant. J'étais assistante monteuse justement sur un film qui s'appelait Le Moine. Nathalie était actrice et je l'ai vue. C'était un vrai coup de foudre. Et c'était quelqu'un de très intéressant, Nathalie. C'est une femme très... Bon, sa beauté, on ne parle pas de sa beauté. Extrêmement libre, joyeuse, dans la vie. Et on a eu une amitié, parfois en dents de scie, parce que parfois on s'est un peu comme ça, engueulé et tout, pendant toutes ces années, oui. Et vous racontez ce qui est étonnant, pendant que Alain Delon s'occupait de Jean-Claude Bouttier pour le combat de boxe du siècle, oui. Elle avait une histoire avec Carlos Monzon, son rival. Ça, c'est vrai. Ça, c'est étonnant. Oui, ça, le détail, je ne peux pas vous le dire, même si je les avais, je ne le donnerais pas. Mais je ne les ai pas, mais c'est vrai, oui. C'est étonnant. Alors, ce qui est étonnant aussi, c'est que un jour, vous avez fêté Noël avec elle, 2 mois avant la date traditionnelle. 2 ou 4 mois avant même, oui, parce qu'elle m'a dit qu'elle adorait Noël. Elle était partie en tournée avec un de ses fiancés du moment. Et je trouvais ça assez amusant de faire ça. Donc, avec Anthony, qui était tout petit à l'époque, il avait peut-être 10 ans, je ne sais plus quel âge il avait, j'ai organisé tout un Noël. Mais ce n'est pas évident, de trouver du boudin blanc et des sapins de Noël le 15 septembre, je vous le conseille. Surtout aux États-Unis. Ah non, là c'était à Paris. C'était à Paris. C'était à Paris, rue Faber, parce qu'elle habitait en face des Invalides. Alors, il se trouve qu'il y a quelqu'un d'autre qui faisait ça tous les 28 août. Raymond Moretti fêtait Noël dans un restaurant parisien chez Denise, la Tour de Montlhéry. Ah oui. Et les clients étaient stupéfaits parce qu'il y avait une dizaine de personnes et on fêtait Noël avec des guirlandes, avec des costumes de Père Noël. Oui, parce que ce qui est important, c'est que tout soit bien. C'est-à-dire boudin blanc, la bûche de Noël, les sapins qui clignotent, etc. Et je vous assure, hein.
C'est un challenge de faire ça. Il faut savoir aussi, et ça c'est important de rétablir la vérité, c'est que Nathalie a été très proche d'Alain Delon quand il a eu des moments difficiles de santé. Ah, mais plus que ça. C'est-à-dire que Alain, qui n'a aucun ami, donc ça on peut l'affirmer, qui n'a aucun ami, Nathalie est partie il y a 2 ans, si je ne me trompe pas. Et je me suis beaucoup occupée d'elle à la fin de sa vie. Mais Alain Delon, qui a eu ses problèmes de santé il y a 5 ans à peu près, je ne sais plus trop quoi, la seule personne, je précise, qui s'occupait vraiment de lui, c'est Nathalie. Et ils se sont pas vus pendant des années. C'était toujours des rapports très passionnels et compliqués. C'est pas simple avec Delon. Non. Alors, c'est pas ça, mais je dois dire que Nathalie était là pour lui 24 heures sur 24. C'est important de le rappeler parce que finalement, on ne l'a pas dit assez. Alors, il y a eu aussi... vous avez une caractéristique, et c'est celle, pour moi, du vrai journalisme. Vous savez beaucoup de choses, mais vous ne dites pas tout. Oui, enfin, je sais pas si c'est une caractéristique. C'est-à-dire que je suis, c'est la à ma nature, je suis obsédée par le secret. Alors, c'est compliqué quand on est journaliste, et en plus qu'on travaille pour Match. Mais... ça évite le buzz. Ça évite... Je crois que c'est même pas ça. C'est-à-dire que c'est dans ma nature. Je me sentirais minable de trahir mes amis. Alors des gens que je ne connais pas, je vous dis pas, je suis journaliste, mais j'ai jamais trahi mes amis, jamais. Et ça, je suis très fière de ça. Et même des moments, par exemple, vous parlez de Delon, à l'époque où Alain Delon était extrêmement malade, où tout le journal était en ébullition, pas que le journal, toute la presse pour savoir qu'est-ce qui se passait. Tout, moi, je savais minute par minute tout ce qui se passait. Je n'aurais jamais rien dit. Et j'ai jamais rien dit d'ailleurs. Mais je pense que c'est une façon de conserver ses amis et ensuite d'avoir au bon moment le bon scoop. C'est pas du tout un calcul de ma part. Non, mais c'est la vérité. Ça pourrait l'être, ça l'a pas toujours été. Alors, il se trouve aussi que, notamment, Yoko Ono, que vous avez rencontré, elle avait un homme dans sa vie, vous ne l'avez jamais dit. Non. Et là aussi... Non, c'était pas une amie. Ouais, mais en même temps, vous avez découvert Yoko Ono avec son dressing que vous racontez dans le livre. Ah, ça vous a amusé? Ah, oui. Mais oui, Yoko Ono, j'ai mis... mais Yoko Ono, n'est-ce pas? Donc j'étais au Dakota, dans l'immeuble où elle vivait avec John Lennon. Oui, à un moment donné, en faisant des photos dans cet immense appartement, elle était toujours habillée en noir, on aurait cru une petite veuve corse. Et je lui dis, est-ce que ça vous ennuie pas de changer? Et elle m'a dit, pas de problème. Et on est allé dans une pièce qui est 10 fois grande comme ce studio, toute noire. Enfin, la pièce était blanche. Mais il y avait comme dans les pressings, vous savez, des choses on appuie sur un bouton et tous les vêtements tournent comme ça. C'était gigantesque, tout était noir. Et c'était amusant de voir ça, de voir cette petite femme comme ça. Elle a repris un autre veste noire, un autre pantalon noir et on a continué l'histoire, oui. Le dressing de Barbara Streisand vous a aussi fasciné, Daniel Jucot? Mais pas pour les mêmes raisons. Parce que j'ai rencontré Barbara Streisand, oui, justement, mais parce qu'il y a beaucoup de personnes. Yoko, je suis passée par ses agents, etc. Ouais. Mais Streisand, je l'ai rencontrée par des amis. Et voilà, une série de jolies coïncidences. Et je suis allée déjeuner quelquefois chez elle, oui, qui n'avait rien à voir avec Match. Parce que je dis à un moment donné dans le journal, je dois beaucoup à Match, mais pas tout. Là, on ne parle que de Match, mais il n'y a pas que Match. Et j'ai été très liée, et je reviens à Barbara Streisand, très liée à des gens pendant des années, à qui je n'ai jamais rien demandé, qui auraient fait des reportages formidables. Donc, je tiens beaucoup à éclaircir les choses, quoi. Tout à fait. Pas que ça. C'est important. Donc, et Streisand, pour revenir à Streisand, oui, je déjeunais chez elle, et à un moment donné, parce qu'elle avait une propriété à Malibu, et sur sa propriété, il y avait 3 maisons, mais 3 énormes maisons à 100 mètres de différence. Elle m'a emmenée dans une de ces maisons, au premier étage, et elle m'a dit, elle a ouvert un placard, un énorme placard, je le revois très bien, elle me dit, Dani, ça vous dit quoi? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je me retrouve devant des fringues, comme ça, je ne sais pas trop quoi dire. J'ai cherché, et au bout d'un mois, j'ai dit, ça, j'ai trouvé. J'ai dit, c'est la couleur, parce que tout était par un dégradé de couleurs. Ce sont des couleurs qui avaient de la maison, des années 40, de la décoration. Je ne sais pas où je suis allée chercher ça, mais c'était ça. Ah, elle me dit, vous êtes formidable, etc. C'était du beige, des couleurs. Bon, voilà. Donc c'était amusant. Vous êtes honnête, c'est pas le cas de tout le monde, parce qu'un jour, on vous a volé une pellicule de photos juste après un reportage. Ah, ça m'a rendu folle. C'est-à-dire, je vivais encore à Los Angeles à l'époque, oui. Et Catherine Deneuve était venue avec sa fille, Chiara, qui était toute petite à l'époque, parce que Marcello Mastroianni venait de terminer un film et était de passage. Je ne sais plus exactement le détail, mais c'était ça. Donc, en 2 mots, on s'est retrouvés. On est allés à Disneyland ensemble, tous les 3 ensemble, et tous les 4 ensemble plus exactement. Et j'avais à l'époque un photographe qui habitait chez moi, qui était de passage chez moi. Et je lui avais dit, écoute, tu restes là, on se retrouve ce soir et tout, parce que je voulais pas qu'il y ait d'histoire de photos. Il m'a dit, il n'y a aucun problème, je vais faire du shopping. Donc, je passe ma journée avec Angelo, Catherine, etc. Moi, elle me demande à un moment donné on me demande de faire une photo, je fais une petite photo d'eux, mais comme ça, je regarde bien s'il n'y a pas des paparazzis dans les arbres, rien, et puis fin de l'histoire. Et je rentre à Paris,
48 ans plus tard, et par méfiance, au lieu de donner mes photos au journal à développer, je les ai données dans un laboratoire voisin. Un labo de quartier. Et quand je suis allée chercher mes pellicules, c'était de l'argentique à l'époque. Ouais. Il en manquait une. Alors j'ai commencé à monter au créneau. Mais qu'est-ce que c'est? Parce que c'est la pellicule de Disneyland. Et j'ai découvert plus tard que c'était le photographe qui habitait chez moi. Le soir, quand je suis rentrée, il est allé dans mon sac, a ouvert mon sac, a sorti la pellicule, avait dû se douter, je crois, des photos, avait mis une pellicule vierge. Et entre-temps, avait vendu les photos en Italie, à d'autres journaux, en Espagne, etc. C'est pas bon. En tout cas, des clichés, il n'y en a pas dans ce livre qu'on va évoquer dans quelques instants à travers une autre date, le 15 mai 2024. À tout de suite sur Sud Radio avec Danny Jucco. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Danny Jucco. Donc, le 15 mai 2024 est sorti ce livre. Vous êtes journaliste à Paris Match, vous avez été correspondante à Los Angeles et à New York. Et vous écrivez vos souvenirs dans « J'avais une maison à Los Angeles chez Stock », souvenirs de 42 ans de métier. Pourquoi d'abord avoir décidé de faire ce livre, Danny Jucco? Alors, d'abord, ce que je vous avais dit d'abord, je n'avais aucune envie de le faire. C'est raté de ce côté-là. C'est raté. C'est-à-dire qu'on m'a souvent demandé, très gentiment, etc. Parce que d'abord, je n'aime pas parler de moi. D'autre part, toutes ces choses, et j'en ai parlé... En fait, je voulais préciser une chose, c'est que maintenant que le livre est terminé, je me souviens de tout ce que je me dis, j'aurais dû dire ça, j'aurais dû dire ça. D'autres souvenirs, des dizaines de souvenirs m'en viennent en mémoire. Ce sera un tome 2. Je ne pense pas, mais je veux dire, voilà. C'est-à-dire que je ne me rendais pas compte de ce que je vivais, parce que c'était ma vie quotidienne, c'est-à-dire rencontrer des stars, machin. Mais moi, je vois pas des stars, je vois des gens. Enfin, j'insiste beaucoup dans le livre. Il y a des gens que je trouve bien, pas bien, etc. Je vois pas des stars. Je suis pas du tout éblouie par les gens. Je suis éblouie par des gens qui ont souffert, par des gens qui ont une vie profonde, comme profonde n'est pas le mot, comme Ingrid Betancourt, Elie Wiesel, des gens comme ça que je connais très bien. Mais les autres, on m'impressionne pas beaucoup. Donc, j'en voyais pas l'utilité. Mais bon, c'est fait. Et puis, évidemment, on vous a insisté. Alors, le livre s'intitule « J'avais une maison à Los Angeles ». C'était une maison exceptionnelle avec une vue des baies vitrées, des lumières de la ville. C'était étonnant. C'était très étonnant. Une maison spectaculaire. Et oui, j'ai bien en tête. C'était une espèce de ciné-panorama permanent sur la ville. Et là, j'ai eu l'occasion de donner beaucoup de dîners, parce que j'aimais bien recevoir des dîners. Beaucoup de gens sont passés là. Et puis, il y a une histoire sur cette maison, d'ailleurs. Voilà, il y a une histoire étonnante. Oui, je crois que c'est Delon qui vous en a parlé. C'est-à-dire que l'histoire n'est pas... disons que c'est lié à Delon. C'est-à-dire qu'un jour, je feuillette un journal, je ne sais pas lequel, et je vois un reportage sur Anthony, qui était tout petit, et dans un couffin même, et je vois qu'il y a une photo avec une vue derrière incroyable. Je dis, c'est bizarre, on croirait que c'est chez moi. Alors, je pars avec le journal devant ma piscine, et je vois que c'est le même fer forgé. Je me dis, c'est incroyable. Donc, j'ai appelé sa mère à Paris, et je lui ai dit, écoute, est-ce que tu te souviens? Parce que je savais qu'elle avait habité à Los Angeles avec Alain à une époque. Elle m'a envoyé balader en me disant, mais je m'en souviens pas, je sais pas de quoi tu parles. Ça. Et finalement, elle me dit, si, on a vécu 2 ou 3 ans à Los Angeles avec Alain et Anthony, c'était les plus belles années de sa vie, de leur vie en tous les cas. Oui, il voulait faire carrière aux États-Unis, Delon, à cette époque. Voilà, et c'était la grande période amoureuse. Enfin, c'est un moment magnifique. Elle me dit, je me souviens, il y avait une vie imprenable, c'était à côté du château Marmont. Je dis, bah alors c'est là. Et donc, j'ai appris que Nathalie avait habité là. Ça, c'est une première partie de l'histoire. Et 2 ans plus tard, un jour, un journal m'appelle et me dit, voilà, notre correspondante n'est pas là, correspondant n'est pas là. Est-ce que tu accepterais de faire une interview pour la France? Mais avec des mystères absolument... Bon, au bout d'un moment, j'apprends que c'est Alain Delon. C'est pas un grand mystère pour moi, d'autant plus que je le connaissais. Et à la fin de notre entretien, je raconte avec détail dans le livre, que ça tourne à raconter maintenant, notre entretien, je lui dis, est-ce que tu veux venir dîner à la maison demain soir? Déjà, alors, il était étonné... la personne avec qui je vivais, qu'il connaissait 30 ans, tout l'étonnait d'ailleurs. Mais il me dit, mais viens me chercher à l'hôtel. Et donc je vais le chercher à l'hôtel en voiture, mais je lui dis pas où on va. Et on monte comme ça le long de cet hôtel mythique, le Château Marmont, on est en voiture comme ça au zigzag. Et au fur et à mesure qu'on avançait, je sentais que il était un peu mal à l'aise, je le sentais très tendu et j'ai rien dit. Et quand on est arrivé en haut du chemin, il s'est arrêté, il parlait plus, il m'a dit, Dany, quand on ouvre la porte, est-ce qu'il y a cette vue incroyable? Je lui ai dit oui. Et là, il est rentré, c'était intéressant parce qu'il est entré comme dans un rêve. C'est-à-dire qu'il ne parlait pas, il a fait le tour de toute la maison et il était revenu 30 ans en arrière, je ne sais pas combien. Et c'était assez magique. Alors, l'homme avec qui vous viviez, c'est un écrivain qui s'appelait Pierre Ray, qui a commencé comme journaliste à Paris Jour, faut le savoir. Et avec Jacques Chancel, tous les deux, ils débutaient comme chroniqueurs parisiens. Voilà. Et il a écrit des romans comme Le Grec, qui a été un best-seller.
Et une saison chez Lacan. Exactement. Alors, il se trouve qu'il y a d'autres stars que vous avez rencontrées, notamment Michel Polnareff. Oui, enfin, oui, je l'ai rencontré. Ah oui, je sais à quoi vous faites allusion. Oui. Oui, je l'ai croisé quelques fois. En fait, quand j'ai une anecdote assez amusante, un peu indirecte, c'est que je faisais un reportage avec Sylvia Christel, que j'avais connue à l'époque d'Emmanuel. Qui a fait 12 Emmanuel, je crois. Ah oui, Oui. Ah ben, voyez, vous m'apprenez beaucoup de choses. Et donc voilà, j'avais rendez-vous avec Sylvia chez elle dans l'immeuble où elle habitait, où avait habité Betty Davis d'ailleurs à l'époque. On avait fait un reportage et le lendemain elle me dit viens me montrer les photos, etc. Donc tout ça est organisé. Et le lendemain, donc je vous ai parlé de ma distraction qui est permanente. Je suis en bas, je téléphone, enfin en bas là comme ça je fais le code et elle me dit monte, c'est au 3e. Je dis j'arrive et je monte et je sonne à la porte et en fait, oui, je l'ai mal raconté l'histoire, mais bon. Vous trompez d'étage, en gros. Je me trompe d'étage, et qu'est-ce que je vois? Polnareff qui est là. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais là? Il me dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Je l'avais rencontré quelques fois, mais ce n'était pas du tout un ami. Et je réalise tout à coup que la veille, Sylvia m'avait montré, elle faisait de la peinture, et elle m'avait montré un énorme tableau chez elle, où on voyait de dos des cheveux blonds bouclés et un piano. Et je comprends, je fais la connexion entre les deux. En fin de compte, elle avait une liaison avec Polnareff. Elle me l'avait dit sans vraiment me le dire, mais je ne sais pas qu'elle habitait dans l'immeuble. Donc j'arrive, drôle. Je le découvre comme ça, et surtout je découvre que là, il y avait une dame. D'abord, je n'avais pas compris parce qu'elle était dans un meublé un peu Louis XV, et je me retrouve dans un truc japonais avec des tatamis par terre. Je n'avais pas compris, j'étais passée dans la nuit, mais ça n'avait pas étonné non plus. Il y avait une dame qui était un peu plus loin par terre. Je dis mais où est Sylvia? Et au moment où j'ai dit ça, j'ai compris que c'est très compliqué. C'est compliqué, c'est la vie privée des gens. Voilà, ça ne nous regarde pas. Alors, quelqu'un d'autre aussi que vous avez connu, et je crois que vous avez été témoin du début de son ascension. Écoutez. La bande originale de Basic Instinct. Avec Sharon Stone. Et Sharon Stone, vous avez vécu vraiment le moment où elle est devenue star, Danny Zuko. Oui. J'avais rencontré Sharon, c'est Régine qui m'avait présenté Sharon, disons, je sais pas, 3-4 ans avant qu'elle fasse ce film. Nous avions déjeuné toutes les trois ensemble, c'était sympathique. Elle faisait partie des blondes aux yeux bleus qui, voilà, des jeunes actrices comme ça. Et puis, quelques temps avant la sortie de Basic Instinct, mais personne ne pouvait imaginer, comme Emmanuel d'ailleurs, personne ne pouvait imaginer la suite, etc. J'ai demandé à Sharon de faire un reportage, je la connaissais pas, qui est assez amusant. Et on a fait un reportage pour Match où j'ai compris ce jour-là qu'elle avait un sens. Elle avait compris cette chose incroyable, c'est-à-dire que c'était une époque où les mannequins avaient remplacé les stars. Et elle a comment on dit, elle a comblé le manque qu'il y avait dans le cinéma, c'est-à-dire du glamour. Et dès ce reportage, j'ai vu qu'elle avait quelque chose de très spécial. Et oui, on a eu une relation pendant des années, assez très proche, amicale. Et puis après, ça a un peu dégénéré. Oui, parce que le problème, c'est qu'elle s'est toujours plus intéressée au cachet qu'au scénario des films. Oui, mais ça n'a rien à voir avec moi. Non, c'est autre chose. Alors, il se trouve aussi qu'il y a, dans les stars que vous avez rencontrées, il y a Julio Iglesias. Et le photographe vous a dit un jour, on a de la chance de ne pas travailler pour un journal de finances. Oui, enfin, c'est presque ça. Non, mais c'est-à-dire que, oui, j'ai eu, tout ce que je raconte, cesse de le dire, j'ai eu beaucoup de chance. De me promener dans le monde entier, de rencontrer des gens, puis d'être dans des jolis endroits, etc. Vous voyez, pour moi, l'aristocratie dans le métier de journaliste, c'est les photographes de guerre. Pas les photographes, les reporters de guerre. J'ai une immense admiration. Moi, au pire, je pouvais glisser sur une peau de banane au Beverly Hills Hotel, mais il ne pouvait rien m'arriver. Donc, j'étais très privilégiée dans ce sens-là. Et voilà. Et un jour, on était au large de Miami, dans une mer bleu turquoise, avec un photographe. Et il m'a dit, tu te rends compte, on pourrait travailler pour un journal médical. Ben, j'ai dit, t'as raison. J'ai dit, on ne s'est pas gouré, en tous les cas. Voilà. Et parmi les rencontres de gens qui sont des stars et qui sont modestes, et que vous le racontez longuement, Danny Zuko, il y a Jack Nicholson. Oui, c'était pas du tout un ami. Je veux dire, je l'ai rencontré plusieurs fois pour des entretiens. Et puis, mais comment vous dire? Voyez, je veux dire... L'approche que j'avais des gens était très particulière, que j'ai toujours déjà très particulière, des gens que j'avais trouvé sympathiques, intelligents, pas sympathiques. Je leur mettais pas une étiquette en disant superstar ou pas. Je veux dire, j'étais très proche de Sean Connery et de Kirk Douglas, qui étaient vraiment des amis. Là, les autres, ce sont des relations, alors plus ou moins comme ça. Mais oui, c'était des... Et Nicholson, vous l'avez vu un jour dans une maison, une petite maison. Chez lui. Oui.
chez lui. J'étais allée chez lui l'interviewer une fois ou deux. Et un jour, je revenais de je ne sais plus quelle, oui, je sais de quoi, mais quelle occasion. J'aurais aimé faire une interview avec lui. Sa secrétaire m'a dit, Dany, c'est pas possible. Il a très peu de temps. Il prépare un film. Mais si vous voulez passer lui dire bonjour, ça lui fera plaisir. Je dis, bah, moi aussi d'ailleurs. J'avais dans mes valises dans ma voiture, parce que c'était à Los Angeles, si je retournais à New York. Et elle m'a dit, mais 5 minutes, hein, je promis 5 minutes. Donc je suis arrivée, je sais pas, à 18h et je suis partie à minuit. C'est-à-dire que finalement, il était content de parler à quelqu'un. C'est toujours la même histoire, hein, parce que même des gens, des grandes stars, ils s'ennuient un peu. Exactement. Ça a été beaucoup plus compliqué Dany Jucco avec Robert Mitchum, une première fois. C'était très amusant. Parce qu'il était assez odieux. Ben, si vous voulez, Mitchum était connu pour être quelqu'un d'extrêmement drôle, extrêmement, oui, très amusant, très drôle, etc. Et le premier rendez-vous que j'ai avec lui en Angleterre sur un tournage, j'étais partie joyeuse en me disant, waouh, ça va être formidable, ça va être très amusant et tout. Et je le vois de loin sur le plateau en train de rire avec des techniciens. Je dis, oh, je vais bien m'amuser, ça va être formidable. Et puis j'ai rendez-vous donc dans sa roulotte ou je sais pas trop quoi, à l'heure précise. J'arrive et à l'instant où je m'assieds, on était tous les deux seuls. Il me voit, il me regarde, il met ses lunettes noires. Déjà, je me dis, aïe. Et je lui pose, et comme s'il faut savoir quand même qu'aux États-Unis, d'abord moi je n'aime pas parler pendant des heures pour faire des interviews, je trouve que c'est un ennui mortel, donc on a peu de temps, il faut être très très concis, c'est ce qu'on dit, n'est-ce pas? Donc j'avais peu de temps, des questions assez percutantes et tout, donc je commençais à poser des questions et il me répondait par oui ou par non. C'est-à-dire que je sais plus ce que je demandais, il me disait oui, non, ah bon, vous croyez? Donc c'était infernal, et puis ça devenait tellement difficile qu'à un moment donné, je lui dis, vous savez quoi, on arrête là? Je me suis dit, je vais pas aller plus loin, il me répond oui ou non, donc ça sert à rien. Et on s'est dit, je suis sortie, on s'est dit au revoir au bout de 20 minutes, alors qu'on était prévu de rester 1 heure. Et quand je suis sortie, quand je lui ai dit que je partais, j'étais un peu furieuse, je dois dire. Et puis, bon. Et il m'a dit, mais pourquoi vous partez? C'est tellement sympathique, etc. Et 6 mois plus tard, et en fait, ce qui était amusant, c'est que Roger Théron, qui était le patron de Match, qui était un type formidable, un grand patron de presse, je lui avais raconté l'histoire, parce que j'étais venue quand même des États-Unis à Londres pour rien, en fin de compte. Il m'a dit, mais c'est très drôle, racontez-le comme ça. Et je l'avais effectivement raconté comme ça, dans un premier temps. Et quelques semaines après, Mitchum m'a rappelé. Non, le journal m'a demandé de revoir Mitchum. J'ai dit, c'est hors de question. Et ils m'ont dit, ah, tu dois. Bon, puis j'ai dit, bon, ok. Je l'ai rappelé, j'avais son numéro direct. Et donc, il m'a dit, bah, venez me voir demain. Et puis, il y a eu une série. Enfin, bon, tout s'est arrangé, effectivement, voilà. Vous le racontez dans le livre. Et puis, vous parlez dans ce livre, et c'est assez étonnant, d'Harvey Weinstein, à une époque où personne n'imaginait qu'il finirait en prison. Ça, c'est sûr. Mais il n'y a pas que lui. Hein. Non. Il n'y a pas que lui. Mais il faut savoir que les gens se moquent un peu de moi quand je dis ça, mais il faut savoir avoir été... Bon, moi, j'ai rencontré Weinstein. Je l'ai interviewé 2 fois, mais une fois par téléphone et une fois dans un bar d'hôtel. Mais je l'ai rencontré 100 fois, parce que tout mon circuit de cinéma, de soirée, tout, Weinstein était là tout le temps. Et c'était, jusqu'il y a encore 4-5 ans, c'était le... Les gens ne comprennent pas, s'ils n'ont pas été là-bas, c'était un dieu vivant. Je ne sais pas si Dieu est le mot exact, mais enfin, dans le cinéma. C'est-à-dire, tout passait par lui, tout était lui. Dès que Weinstein arrivait, il y avait une espèce de vague de glamour qui le suivait. Ça, c'est très particulier. Alors, non, on ne savait pas. Mais on ne savait pas, comme on ne savait pas à l'époque DSK, on entendait des choses. Et puis après, on s'aperçoit que c'est vrai. Donc, c'était assez surprenant. Mais ce qui est surprenant, c'est de savoir qu'aujourd'hui encore, donc ça, je crois que ça fait 4 ans que ces histoires sont arrivées, des Américains ou des gens qui ont bien connu Weinstein, enfin connu professionnellement, j'entends, quand un film sort et ils disent, ah ben oui, si Harvey était là, etc. Le nom de Weinstein continue à venir dans la conversation, parce qu'il n'y a pas eu un deuxième, je parle bien professionnellement, un deuxième type comme lui depuis ces années-là. Oui, les soupçons ont commencé pour vous quand il a demandé les numéros des chambres d'hôtel de certaines comédiennes. Pour commencer pour moi, non. Enfin, on ne fait pas très attention. Oui. C'est toujours la séparation de ce que sont les gens, ça ne nous regarde pas, quoi. Voilà. Et il se trouve que vous avez vécu une vie privilégiée parce qu'effectivement, comme je le disais, à Match, on ne lésinait pas sur l'argent et vous avez même fait croire un jour que vous aviez fait dîner avec Anthony Quinn et ses 6 enfants pendant plusieurs jours. Ça, c'est formidable. Ça, c'était une grande époque avec mon ami Jean-Claude Deutsch qui était photographe. J'étais partie à New York, j'avais organisé parce que c'est moi qui organisais tout. D'ailleurs, le tout, c'est pas les reportages, c'était rien, c'était de les organiser, trouver les rendez-vous. Et j'avais la même semaine à New York un reportage avec Catherine Deneuve, avec Yves Saint-Laurent et avec Anthony Quinn. Donc on avait beaucoup d'argent, enfin beaucoup, je ne sais plus proportionnellement gardé, de l'argent pour les notes de frais, pour les déjeuners. Pour les déjeuners, voilà.
Mais simplement, on est invité tout le temps. Oui. Donc, on était invité partout. Je ne peux pas vous dire, on essayait d'avoir une note, on n'avait rien. Donc, à la fin, il fallait bien rembourser. Et j'avais dit au photographe, mais qu'est-ce qu'on fait? Il me dit, t'inquiète pas, on n'a qu'à marquer. Ce qu'on ne savait pas, c'est que tous les deux, on avait marqué la même chose. Et on avait chargé Anthony Quinn. Je crois qu'il avait à l'époque, je dirais, comme $10 000 de restaurant avec ses 6 enfants. Enfin, tout ça était complètement bidon. C'était la seule chose très bidon que j'ai fait. Et le photographe aussi, mais on a beaucoup ri. Et c'est passé. C'est passé. C'était formidable. Il y a beaucoup d'anecdotes aussi croustillantes que celle-ci dans ce livre. J'avais une maison à Los Angeles, c'est Stock. Merci de l'avoir écrit, Dany Jucco. Et je recommande vraiment à celles et ceux qui nous écoutent parce qu'ils découvriront une époque dorée que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Ah oui, c'est bien. Merci. Merci à vous. Les Clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio. Merci.